Bonjour à tous et toutes, voici la deuxième partie des recommandations EULAR 2025 pour la prise en charge de la fièvre méditerranéenne familiale et nous allons cette fois-ci parler de situations particulières. Je suis donc Sophie Georgin Lavial et Véronique Henchen, pédiatre, pour vous parler de ces recommandations qui viennent juste de sortir. La recommandation numéro 5 concerne les atteintes musculo-squelettiques inflammatoires chroniques. En effet, dans la FMF, des patients peuvent présenter d'authentiques rhumatismes inflammatoires qui peuvent nécessiter des traitements supplémentaires. En pratique, dans notre expérience en tout cas adulte, ce sont des rhumatismes qui sont proches d'une spondyloarthrite axiale. Ils sont majoritairement, dans 95% des cas, HLA-B27 négatifs et la sacroïlite est assez au premier plan. Ça, c'est la majeure partie des cas. La deuxième partie des cas, ce sont des patients qui présentent des rhumatismes psoriasiques avec très souvent des lésions de psoriasis soit sur la peau, soit dans le cuir chevelu. Et ce sont des patients qui vont nécessiter un traitement complémentaire, bien souvent par anti-TNF, et que lorsqu'on est interniste, on prend en charge de façon collaborative avec un rhumatologue pour être sûr que les atteintes articulaires ne nécessitent pas plus que des traitements systémiques. En pédiatrie, c'est globalement pareil, sauf qu'on a moins d'atteintes rhumatisme psoriasique, mais c'est effectivement la forme proche des spondylarthropathies et avec l'atteinte de la cercle iliaque qu'il faut donc rechercher systématiquement à l'examen clinique et de nouveau, comme chez l'adulte, un traitement complémentaire à la colchicine, c'est-à-dire en plus de la colchicine, qui peut être dans ce cas-là être indiqué en effet un anti-TNF. En pédiatrie, c'est vrai que nous prenons souvent en charge la globalité du coup du patient, même l'atteinte rhumatologique. Chez certains adultes, on peut avoir des atteintes de l'articulation coxo-fémorale qu'on appelle des coccytes qui sont relativement spécifiques de la FMF, qui peuvent parfois nécessiter un remplacement par une prothèse. Chez ces patients, en 2025, il conviendra vraiment d'avoir une prise en charge dans un centre expert et nous leur proposons souvent un anti-interleukine 1. Ensuite, les recommandations 6 et 7 étaient plutôt tournées autour de la colchicine. Donc, de nouveau arrive l'adhésion thérapeutique dans cette recommandation. C'est vraiment la pierre angulaire dans la prise en charge d'un patient avec FMF, mais aussi la réponse et la toxicité doivent être surveillées régulièrement. Donc, on va le faire au minimum au diagnostic et plus souvent aussi lorsque la maladie n'est pas contrôlée. Sinon, le contrôle lorsqu'un patient va bien est quand même recommandé 2 fois par an, globalement tous les 6 mois, ce qui est donc souvent à faire en lien avec le médecin traitant, puisqu'il est rare que nous puissions voir dans les centres experts les patients tous les 6 mois. Il faut donc absolument mettre le médecin traitant dans la boucle d'un patient avec une FMF. La deuxième chose, le principe 7 était qu'il fallait absolument faire attention à l'intoxication par la colchicine, puisque celle-ci peut être fatale. Donc il faut éduquer les patients pour éviter un surdosage intentionnel ou accidentel. Et il va falloir évaluer le risque de surdosage aussi à chaque consultation. La recommandation 8 portait sur l'amylose inflammatoire ou amylose AA. Pour rappel, on parle de amylose A parce que la protéine qui se dépose, c'est la protéine sérique amyloïde A ou SAA. C'est la complication la plus sévère de la fièvre méditerranéenne familiale, mais elle peut compliquer toutes les situations chroniques inflammatoires. Le but du traitement de la FMF, compliquée d'amylose A, c'est d'obtenir un contrôle total et durable de l'inflammation. Pour cela, il faut mesurer, en cas d'amylose A, la sérum amyloïde A 1 à 2 fois par an et sinon, si elle n'est pas disponible, un équivalent de biomarqueur sanguin qui est la CRP. Ainsi, pour prévenir l'apparition de l'amylose A, nous conseillons de mesurer au moins 1 fois par an la SAA et 2 fois par an la CRP. Et si l'amylose A est confirmée, il convient de monitorer de façon plus rapprochée la SAA chez les adultes. Alors en effet, la SAA n'est pas toujours disponible, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle on peut aussi se rabattre un peu sur la CRP, mais dans ce cas-là, plutôt utiliser la CRP ultrasensible et demander que ce soit la CRP ultrasensible qui soit négative. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui dans les recommandations, on a maintenu le dosage de la SAA, surtout d'ailleurs pour les patients
qui ont déjà une amylose préexistante. La recommandation 9, c'était pour les patients qui sont déjà traités par des biothérapies. Et la révolution dans cette recommandation, c'est que même pour les biothérapies, les doses doivent être optimisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir augmenter le traitement, par exemple par anti-IL1 jusqu'à rémission ou jusqu'à le treat-to-target qu'on s'est fixé. Mais ça veut aussi dire qu'en cas de rémission du patient, une diminution progressive et un arrêt du traitement peuvent être envisagés. C'est pour cette raison-là que la colchicine doit être poursuivie tout le temps au long de la vie à la dose maximale tolérée chez le patient, même si on passe sous anti-IL1. C'est-à-dire un patient qui est en rémission, qui a 0 crise depuis plus d'1 an ou 2 ans, en fait, on peut se poser la question si on ne peut pas arrêter de nouveau le traitement par anti-IL1 ou anti-TNF. Ce n'est donc jamais un traitement définitif. Concernant la grossesse, la conception, la fertilité, l'allaitement, on a tout un paragraphe sur cette thématique. Le message le plus important, c'est que la colchicine doit absolument être poursuivie pendant la grossesse, pendant l'allaitement. Elle n'est pas contre-indiquée. En France, si les patients prennent du Colchimax, on conseillera de retourner sur la colchicine parce qu'il y a un petit peu de poudre d'opium dans le Colchimax. Une autre information très importante, c'est qu'un patient avec une FMF qui est bien contrôlé sous colchicine va avoir une meilleure fertilité. Donc pour améliorer la fertilité, il ne faut pas arrêter la colchicine, comme c'est parfois une idée reçue. Enfin, l'amniosynthèse n'est pas recommandée actuellement pour le dépistage de la fièvre méditerranéenne familiale. La recommandation 11 s'est attachée sur le traitement des accès inflammatoires. Et ce qui ressort, c'est que pendant les crises, la dose habituelle de colchicine doit être maintenue. Donc il ne faut pas augmenter les doses de colchicine au cours d'une crise. C'était d'ailleurs déjà statué dans nos recommandations nationales. Par ailleurs, le traitement symptomatique comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens est recommandé pendant les poussées, mais le groupe s'est aussi positionné pour ne plus utiliser les dérivés morphiniques ni corticoïdes en traitement des accès inflammatoires. S'il y a besoin de plus que les anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant les poussées, il faut se poser la question si le patient a une dose au long cours suffisante de colchicine. Et si il a des doses élevées et correctes, qui n'a pas d'inflammation infraclinique et qui fait très peu de crises, mais des crises sévères, le groupe s'est aussi positionné pour, dans ce cas-là, faire un traitement à la demande par un anti-IL1 de courte durée d'action, donc en gros l'anakinra à la demande. Je vous rappelle qu'actuellement nous avons toujours un protocole en cours pour tester cette stratégie thérapeutique. Donc si vous avez des patients éligibles, ce serait bien de ne pas le faire juste comme ça, mais de les inclure dans l'essai thérapeutique. Il faut pour cela contacter le centre de référence le plus proche de chez vous. Il y a une dizaine de centres ouverts en France et il est piloté par le docteur Léa Savet du centre de Thonon. Enfin, la dernière recommandation, c'était de standardiser les soins aux patients. Il est extrêmement important pour pouvoir les suivre correctement et aussi pour pouvoir faire la recherche, d'avoir un minimum de critères de surveillance. Or, ces critères de surveillance ont été définis par 3. Premièrement, chaque patient devrait avoir au cours de chaque visite une mesure de l'activité clinique de la maladie. Par exemple, mesurer la fréquence des crises sur 6 mois, faire une EVA médecin, donc ça à chaque visite, compter le nombre d'accès qu'il a fait. Faire à chaque visite une expérience de patient par des PROMS ou des PREMS. Donc en gros, vous allez demander ce que le patient sent de sa maladie, est-ce qu'elle est équilibrée, pas équilibrée. Et à chaque visite, il va falloir avoir des marqueurs biochimiques, au minimum la CRP, plus ou moins la SA, si c'est disponible en consultation où vous êtes. Donc 3 choses à faire, l'activité clinique de la maladie, l'expérience par patient et les marqueurs biochimiques. Ce qui donnait donc en résumé un flowchart pour savoir comment prendre en charge une FMF. À partir du moment où le diagnostic est posé, il faut commencer la colchicine et demander aux patients d'être vus tous les 3 à 6 mois au départ.
nous avons essayé de définir donc la résistance à la colchicine en disant qu'un patient n'avait pas le droit d'avoir plus de 3 crises par 6 mois et il fallait avoir moins d'une crise sur les derniers 3 mois et il fallait avoir une CRP négative. Si un de ces critères n'est pas acquis, dans ce cas-là, on considère que le patient n'est pas suffisamment équilibré et il va falloir augmenter la colchicine jusqu'à la dose maximale tolérée, 2 mg pour les enfants, 3 mg en fait on avait dit dans les recommandations EULAR pour l'adulte. Et il y avait aussi il y a aussi dans cet arbre quelque chose sur la préparation de la colchicine. En fait, dans différents pays, on a différentes préparations de colchicine et toutes ne se valent pas parce que les adjuvants dans la colchicine ne sont pas les mêmes. En France, nous avons que la colchicine oudée, donc en fait, ça ne nous concerne pas. Par contre, il a été discuté des différents comprimés disponibles. Par exemple, en France, nous avons le Colchimax et la colchicine. En fait, la colchicine, c'est un comprimé comprimé, c'est le cas de le dire, en tout cas compressé. Et le Colchimax est enrobé. Dans une étude récente, les Turcs ont montré que les comprimés compressés et non pas enrobés semblent plus efficaces, c'est-à-dire la colchicine tout court semblerait plus efficace que la Colchimax. Donc en tout cas, il ne faut pas hésiter à switcher pour un de vos patients. Donc si le patient est équilibré, bien sûr on va juste continuer les visites. En revanche, s'il n'est pas équilibré, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va rajouter un DMARDS biologique, de préférence un anti-IL1. Là, il va vraiment falloir mettre en place des visites tous les 3 mois jusqu'à ce qu'on arrive à notre rémission de la maladie, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment plus avoir de syndrome inflammatoire et pas de signes cliniques. Si le patient va bien, pendant 6 à 12 mois, on va se poser la question si on ne peut pas diminuer, voire arrêter de nouveau les anti-IL1. S'il ne va pas bien, en fait, on va augmenter les doses jusqu'à la dose maximale des anti-IL1. Et clairement, lorsque le patient ne répond pas à ça, il faut un avis d'expert et c'est en centre de référence vont être décidées les autres thérapeutiques. Il y a plusieurs recherches à mener dans le futur sur la FMF. Cette diapositive est petite. Je vais vous en résumer les principaux éléments. Notamment, en termes de diagnostic, il faudra réfléchir à ce qu'il faut poser une définition génétique de la maladie parce que nous savons en 2025 qu'il y a de nombreuses maladies qui peuvent être liées à des mutations, le gène MEV et pas uniquement la fièvre méditerranéenne familiale classique. Ensuite, il faudra discuter de la sécurité à long terme des biothérapies. Enfin, il y a pas mal de travail qui devra être mené sur les patients âgés. Également, de connaître les critères précis de la résistance à la colchicine, d'avoir des outils de mesure de la qualité de vie et un travail qui sera nécessaire, en tout cas chez nous, chez les adultes, sur l'atteinte hépatique parce qu'il y a des patients qui ont des authentiques cirrhoses associées à la fièvre méditerranéenne familiale. Et enfin, du travail sur l'adhésion à la colchicine pour améliorer la prise en charge par les patients et donc leur éducation. Donc en conclusion, c'était un ensemble de recommandations qui étaient vraiment largement acceptées. Nous avons de nombreuses preuves de rang A et B. Et nous avons souvent eu l'unanimité des experts pour les items où il n'y avait pas un niveau de preuve dans la littérature de rang A ou B. C'était donc des recommandations faciles à faire. Les experts étaient de nombreux pays. Donc en fait, les pays principaux où il y avait la FMF ont été représentés, mais aussi des pays européens et des représentants patients qui ont pu apporter énormément de choses aux discussions qu'on a pu avoir tous ensemble. Voici les membres de ces recommandations qui ont eu lieu à Zurich. Sur cette diapositive, vous nous reconnaissez avec le Dr Engen. Vous voyez entre nous deux la présidente de la Société internationale des maladies auto-inflammatoires, le professeur N. Lackman. À gauche de Véronique Engen, le professeur Ozen qui a dirigé ces recommandations avec la méthodologiste espagnole. Nous vous remercions pour votre attention. Et c'était un grand plaisir de vous présenter ces recommandations presque en avant-première.